Salut à tous, c'est Paul de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un instructeur Silva dont vous avez déjà entendu parler dans nos différentes conversations avec Lee, qui s'appelle Burt Goldman. Alors, pourquoi je vous aimerais parler de lui? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été très important dans la méthode Silva. Ed est revenu dessus a plusieurs fois mis en avant Burt. La dernière fois, quand on parlait avec Lee, j'avais une question sur le fait qu'il ait pu avoir le BLS, donc l'enseignement basique, qui à un moment a été coupé en 48 heures, quoi, en 2 jours, à faire en 2 jours. Et apparemment, ce que tu avais dit, c'était Burt qui avait retravaillé le cours pour que ce soit possiblement faisable en 2 jours, même si on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc Burt, c'est vraiment quelqu'un qui a été, j'ai l'impression, important dans la méthode. Est-ce que toi, déjà, comment tu l'as rencontré et qu'est-ce que tu connais par rapport à sa relation dans la méthode Silva de Burt Goldman? La première fois que je l'ai rencontré, c'était pendant la formation où je devenais instructrice, justement pour la première fois. C'était en 1988 et Burt Goldman était déjà une légende. Et en fait, la toute première fois que j'étais vraiment, je peux dire, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, c'était dans un ascenseur dans le bâtiment. Et je me suis dit, wow, c'est le fameux Burt Goldman. Et ma première impression, mon Dieu, il est tellement relax. Je me suis dit, s'il était plus relax que ça, il allait glisser par terre. Il était très cool, très. Donc, ça, c'est ma toute première impression. Et puis, pendant la formation, il y avait un moment où on devrait tous présenter une technique pendant 5 ou 10 minutes au public. Et il y avait un grand public. J'étais déjà assez nerveuse. Et à la dernière minute, Burt Goldman est rentré pour joindre le public. Alors là, Burt Goldman me regardait. Donc, c'était vraiment, à cette époque, c'était un des grands maîtres, Silva. Il avait toujours été là, etc. Et puis, en fait, j'ai commencé, quand ça marchait bien, la méthode Silva à Paris, avec moi et Michael, j'ai commencé à inviter des instructeurs de venir des États-Unis. Donc, il y avait Jerry Seavey est venu présenter le Graduate et Mind Magic. Laura Silva et José Silva, bien sûr, pour le Ultra. Et puis, Burt Goldman, je l'avais demandé de venir pour présenter Supermind. Le premier Supermind, il y avait 130 personnes. Ouais. Oui, oui. Et c'était très Burt. Et pendant le cours, quelqu'un lui avait demandé une question par rapport à l'hypnose. Et là, il dit, plutôt que vous expliquer, je vais vous montrer. C'est très simple, l'hypnose. Comme tous, pour Burt, tout est très simple. C'est ça que j'ai adoré avec lui. Il rendait les choses les plus complexes vraiment très simples. Et on commençait à se dire, mais pourquoi est-ce que tous les autres le font tellement compliqué? De toute façon, il a demandé un volontaire qui parlait anglais, parce qu'il voulait faire directement en anglais. C'est une femme business que je connaissais. Elle avait un MBA de Harvard University. Ouais. Et je me suis dit, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'hypnose. Pour moi, c'était non. Et je me suis dit, en fait, elle est beaucoup trop intelligente pour être hypnotisée. J'ai rien compris. Et il a hypnotisé avec une induction rapide et toutes les démonstrations des phénomènes. Elle ne pouvait plus compter de 1 à 10. Elle a oublié son nom. Son doigt était collé à son nez et puis son menton. Donc, tous les petits trucs. Mais tout le monde était bouche bée. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait très, très peu d'hypnose en France à l'époque. Ouais. Et tout le monde disait, mais nous, on veut apprendre comment faire ça. Donc, il a fait circuler une liste, une centaine de personnes sont inscrites tout de suite. Et il dit, donc, il faut que Lee m'invite justement pour vous enseigner l'hypnose. Et quelques mois après, il y avait le premier Hypnovision
à Paris 2 fois de suite parce qu'il y Mhm. avait trop pour un seul cours. Donc, on a fait 4 jours hypnovision, 2 jours hypnose, pardon, non, 2 jours méthode Silva pour business et encore 4 jours d'hypnovision. D'accord. Parce qu'on avait 40, 35 personnes chaque cours et Bert a dit non, je ne veux pas plus pour un cours d'hypnose. Hmm. C'est là où j'ai appris hypnose pour la première fois parce que moi, j'étais la traductrice. Hmm. Donc, et Génial. depuis là, justement, il est revenu plusieurs fois pour Hypnovision. Puis il a dit, je ne peux plus venir pour donner des cours hein, parce que sa femme était malade et je devrais s'occuper d'elle. C'était trop compliqué. Donc, il m'a justement demandé de continuer moi-même avec Supermind et Hypnovision surtout. Hmm. Il, il a été, tu sais à peu près le lien qu'il avait avec José Silva. Tu sais quand est-ce qu'il l'a rencontré, quand est-ce qu'ils se sont découverts, comment lui est tombé sur la méthode Silva. Tu as un peu l'idée de comment il est arrivé lui là-dedans, sachant que c'était quelqu'un d'assez polyvalent. Alors attendez, je vais vous montrer quand même peut-être une petite photo pour que vous vous rendiez compte de qui est Bert. Hop. Donc Bert, c'est ce monsieur-là. Et ça, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et donc, Bert, ça a été vraiment. C'est à l'âge de 90 ans, il faut Ouais, dire. 90 ans. Alors, attends, j'en ai d'autres. Hein. Donc là, c'était le cours Et hypnovision. il m'a toujours juré qu'il n'a jamais mis de couleur sur ses cheveux. Ah, mais il était marrant. Hop. Il était grand. C'était un monsieur qui était grand. C'était très, très sympa. Donc là, c'est les US. Ah, ça, c'est Lee qui nous fait une petite démonstration sur Dror. Tu te souviens de Dror? Oui. Il était très marrant, lui. Oui, oui, oui. Il est venu faire Hypnovision en Israël quand tu étais là. Ah ouais? Ah, je Oui, savais pas. oui, oui. Oui, oui. C'était très Bon, sympa. ça, c'est quelqu'un. Ah, c'est qui ça? C'est Michael. Un homme. Avec Euh, une voiture en plus. ah bah oui, oui, bah, si tu le connais. Donc, ouais, il était marrant. En plus, il était tout le temps très. Comme tu disais, moi, ce qui m'avait étonné dans Hypnovision, c'est sa façon d'enseigner de l'hypnose de façon très peu enseignement d'hypnose, en fait. C'était beaucoup par rapport au feeling et par rapport à l'expérience. Il disait, bah, il suffit de faire ça, puis il proposait juste que les gens testent sans plus expliquer. Donc, à l'inverse de beaucoup de façons de faire, où nous, en plus, en France, on aime bien avoir des explications, lui, il disait, bah, faites que ça. Après, on verra, on verra. Bon, la plupart du temps, alors c'est vrai que là, on était qu'avec des Américains, donc ils ont un état d'esprit qui est un peu différent. Bah, ça leur convenait. OK, il suffit de faire ça. Lui, il disait, bon, on fait ça. Voilà. Dans le cours, il y avait une explication dans Hypnovision. Mais ça n'intéressait pas plus que ça. Les gens mettaient en pratique, ça leur convenait. Il y avait un retour. Ça, c'était assez amusant. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement pratique. Donc, pour revenir à ma question, tu sais comment lui, il est arrivé à la méthode Silva, Bert? Je sais qu'il était un tout petit. Il n'est pas là tout au départ, mais quand même très tôt, parce que jusqu'en 88, il était déjà un des plus célèbres. Je sais qu'il était déjà très branché en méditation et suivait justement Yogananda. Comment il est venu la toute première fois faire la méthode Silva, j'en sais rien. Mais je sais que pendant assez longtemps, il assistait régulièrement au cours Silva et il aidait les gens dans les pauses et tout ça. Et apparemment, quelqu'un a dit, mais pourquoi tu t'enseignes pas toi-même? Et il était très surpris parce qu'il n'avait pas considéré, donc il a fait la formation et voilà. Euh, mais attends, laisse-moi réfléchir. Mais il était beaucoup de choses. À l'époque, quand il a commencé à enseigner, Sylvain, il était il était vendeur et il était littéralement un vendeur de tapis, C'est justement. vrai? Je lis ça souvent comme. Et il a souvent fait référence au fait qu'il a utilisé le marketing qu'il avait déjà compris en business pour justement pour montrer la méthode Silva aux gens. Et c'est vrai, ses idées de marketing étaient super.
Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, Ed l'avait dit, hein, Ed disait encore la dernière fois qu'on l'a eu, il disait Burt, c'était quelqu'un d'extraordinaire en termes de marketing. Il arrivait à tout marketer, à tout vendre et il avait vraiment, il était bon là-dessus. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, tu disais, il est parti, il avait, attends, nous on l'a vu en 2017, il avait 90 ans, je crois qu'il est parti en 2019, donc à 92 ans, et il continuait, vous pouvez trouver pas mal de sites qu'il a créés, à créer des sites, à avoir des idées, à proposer des enseignements divers, etc. Il est assez rapidement passé sur le numérique parce que tu trouves, tout son programme. Il a créé un programme qui s'appelait American Monk. Euh, Tu l'as d'abord trouvé en CD, puis après en DVD, puis après en online assez rapidement, hein. Donc il a toujours été très très ouvert et enclin au business, à la vente, et il le faisait très très bien. Oui, Euh, c'est pas du tout comme les autres types de sa génération, éviter tout ce qui est informatique. Mais non, ouais. lui, il plongeait tout de suite dedans. Et c'était quelque chose dont, alors, je peux dire les deux choses qui m'ont vraiment, trois choses. D'abord, son état relaxation complète. Il s'énervait très, très peu. Deuxièmement, il voulait simplifier les choses au maximum pour pouvoir les transmettre. Et troisièmement, attends, j'ai perdu le fil là. Oups, je rembobine. Décidément. La troisième chose, ah oui, c'était ça, ouverture à des nouvelles idées. Et je me rappelle une fois, je venais de lire une expérience, j'ai trouvé fascinant, je racontais ça à Bert, il dit, ah, intéressant, je vais le chercher. Et 2 jours après, c'est dans son cours qu'il présente à Paris. Donc, et s'il trouvait quelque chose d'intéressant, tout de suite, il l'appliquait, il l'utilisait, il testait, et souvent, faisait très rapidement partie de ses cours. Ce n'était pas, ah, un de ces jours, je vais explorer un peu ça. Non, tout de suite, ah, ça m'intéresse. Est-ce que ça marche pour moi? Oui, ok, je vais utiliser. Pour les personnes qui connaissent un peu les énéagrammes, Burt, c'était plutôt une personne qui faisait du 9L8, c'est-à-dire quête de médiation, avec une énergie en 8, ce qui fait qu'il mettait assez facilement en action les éléments qu'il connaissait. Mais c'est aussi pour ça qu'il était souvent très zen et très aligné, il s'énervait pas trop. C'était quelqu'un que tu centrais. Le côté American Monk, ça veut tout dire. C'est quelqu'un qui avait une forme de spiritualité, qui était quand même un retour vers lui, mais ça l'empêchait pas d'être dans le côté américain du monk, ça ne l'empêche pas d'être dans le réel, dans le concret, dans le quotidien, dans le business, dans tout ça. Et c'est assez intéressant de voir l'énergie qu'il avait, parce que tu sentais que, pour reprendre ça, quand on était à Temecula, donc pour faire le stage Hypnovision, le dernier qu'il a proposé, un soir, j'avais proposé de faire de l'hypnose de rue et je lui en parle le matin et il me dit: «Bah, si je suis pas trop fatigué, ce soir, je viens avec vous». Et je dis: «Mais tu as déjà fait de l'hypnose de rue?» Il me dit: «Pas du tout, mais ça a l'air rigolo, donc je viendrai bien avec vous si je suis pas trop fatigué». Bon, le soir, il était fatigué, donc il n'est pas venu avec nous, mais j'avais trouvé ça génial, le principe de se dire: «Bon, bah, tu as un monsieur de 90 ans qui a quand même un sacré background dans le travail perso, dans le développement et tout, qui était prêt à venir avec un petit groupe de ses élèves dans la rue pour aller s'amuser et tester de l'hypnose de rue». Et je pense que ça montre bien l'état d'esprit, exactement ce que tu viens de dire. Tiens, il y a quelque chose de nouveau, ça peut être sympa à exploiter, à découvrir, à mettre en place, et il était prêt à utiliser de l'énergie pour tout ça. Ça, c'était vraiment, vraiment super, super sympa. Autour de la méthode Silva, donc il y a Supermind qu'il a développé. Qu'est-ce que ça avait de spécifique comme cours complémentaire à la méthode Silva? Qu'est-ce que c'était? Parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas nécessairement. Tu l'enseignais, toi, Supermind en France, ouais, Oui, hein? je m'enseignais toujours. Tu l'enseignes toujours, ouais. Oui, et Ouais, c'était juste fin de l'année dernière, je l'ai fait pour la première fois en ligne. Et j'étais très contente, ça se prête facilement en ligne. ouais, ouais. Tu peux redonner un petit peu ce que représente Supermind pour les personnes qui connaissent pas nécessairement, et peut-être que pour la prochaine fois, ils seraient intéressés à le faire s'ils sont déjà graduates. C'est quoi exactement Supermind? Qu'est-ce que Burt a amené à ce moment-là?
Alors, au départ, il a marketé comme un cours supérieur Silva. Il appelait ça Silva Supermind. Après, il a déconnecté pour que ça soit justement ouvert à tout le public. Mais en fait, il avait déjà plusieurs idées pour des exercices supplémentaires qui pourraient suivre le cours de base. Et justement, on trouve beaucoup de références à les idées qu'il explore en Supermind dans un petit livre qu'il appelle La dynamique mentale de Silva. Et tu vas trouver beaucoup de choses là-dedans qu'on trouve aussi en Supermind. Mais en général, c'est basé sur le Kybalion. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Kybalion, c'est supposé être les anciens enseignements ésotériques de Hermès Trismegistos, qui était peut-être un être humain, peut-être un dieu, peut-être un peu les deux combinés, etc. Mais ça vient justement de toutes les anciennes traditions ésotériques. Et il y a les 7 principes du Kybalion ou de Hermès Trismegistos qui sont fascinants parce que ce sont vraiment des lois fondamentales et absolues pour tout l'univers. Alors, comme disait Bert, ça peut s'appliquer à l'univers complet, ça peut s'appliquer à un atome, ça peut s'appliquer à un sandwich. Ça, c'était très Bert, justement, à tout ce qui existe. Et donc, il a expliqué chacun de ça et il a connecté un peu les exercices à chacun de ces principes. Mais c'est vraiment fascinant. Et il y a des choses qu'on ne trouve pas beaucoup. Un des principes, c'est cause et effet. Ça se comprend. Beaucoup de principes, on peut expliquer en sciences et psychologie, aussi bien que tradition spirituelle. Il y a le principe de rythme, que tout est cyclique et tout se répète. Et il y a aussi ce qu'on appelle le principe de genre, qui est justement comment l'énergie peut pousser vers l'extérieur ou recevoir vers l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est beaucoup négligé aujourd'hui. Ça m'a appris beaucoup de choses, le principe de genre. Surtout une fois quand j'étais hyper malade, c'était parce que j'étais trop dans une énergie et pas assez dans l'autre. Et ça m'a aidé à expliquer beaucoup de choses dans la méthode Silva aussi qu'on ne trouve pas autre part. C'est fascinant. Ouais. Les principes, pour reprendre, vous trouvez assez facilement le Kybalion sur Internet. Il y a des PDF, c'est 90 pages. C'est facile, on peut télécharger, c'est gratuit, c'est disponible. Les principes, c'est principe de mentalisme, principe de correspondance, principe de vibration, principe de polarité, principe de rythme, principe de cause à effet et principe de genre. Après, les chapitres sont assez, c'est facile à lire, c'est assez sympa et ça ouvre pas mal d'idées. Et effectivement, le cours, moi je me souviens que j'avais bien aimé le cours. Ça nous donne une ouverture un peu différente. Et c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est là où il y a le bassin au nénuphar et tout ça. Il y a des méditations, parce que, alors, ce qui est assez amusant, et ça c'est un des points moi qui m'avait vraiment marqué chez Bert, c'est que quand je faisais ces cours à côté, donc American Monk, Superman, je l'avais fait avec toi, Quantum Jumping, quand j'avais acheté le cours, etc. Ce qui m'avait marqué, j'avais vraiment l'impression d'être dans un cours Silva. C'est-à-dire qu'il a la même manière de structurer les cours. Ouais. Il papote un peu autour, donc il va donner un peu ses idées, ses expériences, sa manière de voir l'élément, tout en nous disant bien, voilà, là, on va travailler dans tel cadre, donc il nous donne un petit peu ses expériences par rapport à tout ça. Après, il nous prépare après, on fait la méditation, il nous dit de fermer les yeux, etc. Et puis après, il y a un petit retour par rapport à ce qu'on a pu expérimenter, etc., etc. Et souvent, c'est intéressant, je crois que c'était dans ces CD, c'était toujours divisé en 4, où il y avait justement cette présentation générale, puis après la présentation de ce qui va suivre après la méditation et après le débrief. Et c'est vrai qu'on est complètement dans une structure Silva. C'est exactement comme ça qu'est proposé le cours de façon générale. Et donc, pour quelqu'un qui fait méthode Silva et qui se dit, tiens, déjà, il y a un paquet de trucs à étudier chez Silva, mais que vous accrochez bien sur la manière de bosser de Bert, vous ne serez pas du tout perdu à aller écouter, étudier ces autres programmes, parce qu'on a vraiment cette notion à se dire,
Ah oui, ok, bah c'est du Silva. Et puis, alors après, parfois, il ne parle pas de la méthode de 3 à 1, etc. Bien que la majeure partie du temps, il le fait. En quantum jumping, un petit peu moins, il utilise. Ah non, c'est dans American Monk qu'il utilise plus le Baga, qui est son ancrage à lui. Mais sinon, clairement, si on ne vous dit pas que le mec, il a fait Silva et que vous avez fait vous Silva et que vous l'avez au moins répété 2 ou 3 fois et que vous connaissez un peu comment ça fonctionne, vous vous dites, ouais, ce gars-là, c'est la méthode Silva, ce qu'il est en train de proposer, mais avec exactement d'autres exercices et d'autres outils et des outils qui sont très, très sympas aussi à développer. Donc, toi, tu l'avais invité sur Paris et autres. Est-ce que tu connais un peu le lien qu'il avait avec José Silva? Est-ce qu'ils se voyaient? Est-ce que tu sais comment ça se passait? Est-ce que tu as des échos des liens qu'ils avaient tous les deux? Quand tu allais faire, par exemple, le séminaire, la convention Silva à Loredo, est-ce que il était là? Est-ce qu'il était, il était dans le groupe principal, dans le staff? Comment ça se passait? Tu as un petit peu de retour par rapport à ça? Donc, il y avait un moment où il s'était connecté de Sylvain, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que c'était un petit problème avec un des administrateurs. Et puis, il est revenu quand même, mais il a toujours eu, bon, c'était pas de proches amis, mais il a toujours eu un bon contact avec José. Il y avait un respect mutuel, on peut dire. Oui, mais chacun a considéré que l'autre avait des qualités importantes. Donc, c'était bien. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que on pourrait avoir l'impression, quoi, c'est un des rares, moi je trouve, quand j'entends Burt dans le monde de la méthode Silva, qui est un peu un électron libre. Autant je trouve que Oui. beaucoup de personnes ont suivi José, et puis c'est José a dit, José a fait. Bah, si on prend Ed ne pense que par rapport à ce que, vraiment stricto sensu, ce que José a pu partager. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, là, il nous a écrit 2 mails, coup sur coup, où il nous a donné encore des détails sur pas mal d'éléments. Et je trouve que Burt, bah, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est un peu l'électron libre. Il faisait à sa manière parce qu'il avait sa propre expérience. Et ce que je trouve assez chouette, parce que parfois on pourrait se dire, ouais, mais bah, comme un peu tout système, oui, mais vous avez une figure centrale qui est José, et puis en gros, personne ne va à l'encontre de ce que dit José. Et ben là, on a purement la preuve que Burt, il n'allait pas à l'encontre, mais il faisait un peu ce qu'il voulait. Ouais. Il était vraiment dans une forme de liberté à se dire, bah, moi j'aime bien le système, mais j'ai envie de changer ça, je le change parce que j'estime que. Et on l'a aussi quand il expliquait l'hypnose, c'était bah, logiquement on dit ça, mais vous n'avez pas besoin de le faire parce que ça marche aussi autrement. Et ça, je trouve que c'est cool parce que s'il y a ce fameux respect, comme tu dis, entre José et Burt, ça prouve aussi que José n'était pas dans la notion à se dire il faut que vous restiez comme je pense. Au bout d'un certain moment, bien sûr, tu présentes son cours de base, c'est son cours, il a envie que ce soit son cours. Mais a posteriori, quand il y a une maturité du travail, et c'est je pense, vers quoi Ali et vos instructeurs, la plupart du temps, va vous proposer à vous ouvrir, c'est de vous dire, voilà, vous avez vos basiques, et c'est comme tout, à partir du moment où vous savez un peu cuisiner, à vous d'y mettre les épices, la manière dont vous voulez que ça ressorte, parce que vous avez vos personnalités, vos manières de fonctionner, et tant que vous avez acquis et mûri les techniques de base, c'est ce que je posais sur les premiers podcasts à Ali. Lee ne se pose pas la question. La dernière fois, quand j'avais fait une remarque à Ed qui dit mais je me pose même pas la question, c'est comme ça, ça fait partie d'un tout. Et je pense que ça c'est important à garder en tête. C'est pas parce qu'à un moment ou un autre, parce que vous avez pris une maturité, parce que vous avez vous-même vos expériences de vie, parce que vous avez vous-même peut-être d'autres systèmes, d'autres techniques que vous aimez, que vous n'allez pas créer votre façon de travailler les choses. Par contre, c'est toujours la même chose, et moi, c'est souvent ce que je dis en hypnose, c'est que quand ça va pas, quand vous n'êtes pas dans une bonne période ou que ça devient compliqué et que la manière dont vous voyez les choses ne fonctionne plus, retournez à vos bases. Retournez sur vraiment le basique et reprenez les exercices les plus simples pour à nouveau réactiver à l'intérieur de vous ce qui représente vos fondamentaux et sur lesquels vous pouvez vous appuyer à longueur de temps. Et ce que je trouve assez chouette, c'est que quand
on écoute les programmes de Burt et quand on voit un peu sa manière de bosser, c'est vraiment sa manière à lui, avec sa vision des choses, tout en restant, au bout du compte, extrêmement associé au principe de la méthode Silva, où il ressort quasiment les mêmes phrases à certains moments, les mêmes logiques, la même structuration des séances. Et ça, je trouve que ça nous montre cette espèce de flexibilité qu'on peut avoir à partir du moment où on se sent bien avec un système. Et ça, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne chose. Oui, la raison était un des plus indépendants des instructeurs. La Ouais. plupart avaient été inculqués avec l'idée, il faut toujours, si vous faites quelque chose de nouveau, il faut demander la permission à Head Office international et tout ça. Et Burt a dit non, j'ai appris, il ne faut jamais demander la permission, on risque de vous dire non. Vous le faites d'abord, et après, quand ça marche super bien, là, vous demandez la permission. Et là, ils vont dire oui, parce que tout doucement, il faisait des choses qui marchaient tellement bien, qui apportaient de l'argent et de l'estime, juste une bonne répétition. Donc, on ne pourrait pas lui dire non après. Mais alors là, je pense que c'est une très belle leçon que tout le monde peut prendre. C'est parfois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on attend la validation d'un N+1, d'un responsable et autres. Faites les choses. Faites. Si c'est bon ce que vous faites, ça sera, et après, vous pouvez aller vendre votre idée. Si c'est pas bon, bah, au pire, vous allez mettre ça de côté, vous allez dire, bon, c'est un essai qui a pas donné ce que je voulais, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est intéressant comme notion. Et effectivement, dans des systèmes où on a une figure vraiment d'autorité à se dire ah bah attends, c'est le patron, faut pas blaguer avec ça. Bah ouais, mais en même temps, ça n'empêche en rien que. Alors pensez bien, hein, on vous a parlé un peu de la personnalité de José. C'était quelqu'un qui testait, qui aimait mettre en pratique beaucoup de choses, qui s'interrogeait beaucoup. Donc automatiquement, quelqu'un qui avait la même manière de fonctionner, en tout cas qui pouvait avoir des points communs, automatiquement, ça pouvait que lui plaire d'avoir quelqu'un qui osait remettre en question, tester, etc., etc., et puis proposer quelque chose de structuré et pas juste j'ai une idée, je l'ai testé, bah regarde ce que ça fait et après, bah automatiquement, il y a des bonnes choses qui peuvent se créer. Au niveau de l'arrêt, tu te souviens quand est-ce qu'il a arrêté d'enseigner la méthode Silva? Toi, tu l'as vu en 88. Tu sais, est-ce qu'il a encore continué longtemps après à être dans la méthode Silva ou il s'est séparé quelques années plus tard ou vraiment longtemps Comme après? j'ai dit, il y avait ces moments où il était parti faire son propre truc et puis il est revenu quand même. Donc, souvent, quand il était avec nous à Paris, il parlait justement d'un dernier séminaire Silva il a fait aux États-Unis. Donc, non, je ne sais pas s'il a vraiment. Peut-être dans les dernières 5-10 ans, il n'a plus enseigné le Silva méthode de base, quoi. Mais jusqu'à là, beaucoup quand même. En même Je ne suis temps, pas sûre, je n'ai pas vraiment fait attention, pour vrai ouais, dire. ouais. Je sais quand il venait à Paris avec nous et il enseignait toujours. Ouais, donc quand même, bah, en même temps, c'est intéressant parce que 5-10 ans, c'est là où il s'est lancé dans la peinture. C'est là où il a commencé sa peinture. Là. Il avait fait quantum jumping et de là, il a commencé à se mettre à devenir un artiste peintre et à revendre ses toiles énergétiques. Donc ça peut avoir du sens parce que c'est le moment où il a beaucoup travaillé sur les doubles quantiques, sur tout ce cheminement-là. Justement, est-ce que toi, il t'a enseigné donc, on va dire que Burt, il a eu énormément de travail perso, spirituel et sa propre recherche. Il est allé dans la méthode Silva, il est allé dans le yoga, il est allé dans de l'hypnose, il est allé un peu dans de la PNL, il a étudié beaucoup de choses. À un moment donné, il a donc créé son propre programme, ce qu'il appelait American Monk. Je ne crois pas qu'il y en ait un avant. Hein. Tout à l'heure, je recherchais, mais je crois qu'il n'a pas créé autre chose avant. Et après, il a créé encore un autre truc qu'il a appelé Quantum Jumping. Mais Quantum Jumping, tu m'avais dit que. Alors, je ne sais plus c'est dans lequel. Supermind. Ouais, c'est Supermind. La porte des. Dimensions infinies en Supermind était le germe de Quantum Jumping. C'est ça. Oui. C'était l'information Là, c'était avec juste les un experts. exercice parmi 8 exercices en total.
Et ça, c'est intéressant. À un moment donné, il s'est. Donc, il y a quand même dans Supermind, qui était donc associé à Silva, puis après il l'a dissocié du nom Silva pour l'ouvrir au plus grand nombre, toujours avec ce rapport au Kybalion, il y a cette notion de pouvoir aller chercher l'information dans une dimension autre ou avec un expert autre. C'est une espèce de croisement entre de la PNL, ce qu'on appelle de la modélisation, et une projection subjective, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une projection en tout cas des possibles, ce à quoi il l'a associé à un moment donné aux sciences quantiques, ce qu'ont beaucoup fait des personnes en développement personnel, hein, pour dire, en fait, il y a nous ici, mais il y a une infinité de nous qui ont pris d'autres opportunités ou d'autres réponses. À chaque fois que vous avez dit oui dans votre vie ou non, il y a une autre partie de vous qui a pu dire oui ou non. Donc, ça donne une infinité de vous dans plein de situations. Et automatiquement, il y a un vous qui a la solution au vous actuel, présent et dans lequel vous avez conscience, qui a certainement la réponse ou l'attitude ou la façon d'être ou la façon de vivre qui correspond à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et en fait, c'est ce rapport projectif au niveau alpha, dans notre transe, qui va nous permettre d'ouvrir un ensemble de ressources qui est illimité et qui, ce coup-ci, n'est pas basé sur autrui, c'est-à-dire va trouver un exemple ou un modèle, mais au travers d'un toi-même qui est potentiellement existant dans une autre dimension, d'un réel possible, mais qui objectivement dans notre réel actuel n'est pas perceptible, mais qu'on laisse ouvert au niveau en alpha ou en trans à un moment donné. Je trouve cette notion-là, elle est très intéressante. Tu te souviens, toi, quand il a commencé à te le partager hors Supermind, quand il a commencé à te parler de quantum jumping, où tu l'as découvert comme ça, ou il t'en avait déjà parlé en amont? Je savais qu'il avait développé ça. Et justement, je l'avais invité 2 fois de venir à Paris pour le présenter. Et on avait mis dans le programme, on avait loué l'hôtel, on avait des douzaines de personnes inscrites et chaque fois, il a dû désister à cause de, bon, pas tellement un problème de santé qui l'empêchait d'enseigner, mais justement, il avait peur, le voyage était énorme, il y avait plusieurs arrêts, il disait, si je n'ai pas un médecin disponible dans un autre pays, etc. Il avait des problèmes de dos à l'époque et il disait, si je prends soin de même, ça peut aller. Mais son médecin dit, non, non, surtout pas. Il ne faut pas, parce que si quelque chose arrive, tu serais coincé ailleurs, comment tu vas pouvoir revenir, là. Donc, 2 fois de suite, on a dû annuler. Mais il allait faire tout un week-end sur quantum jumping. Et finalement, quand c'était clair qu'il n'allait plus voyager du tout, j'ai mis un exercice quantum jumping, plutôt modernisé comme il fait après Supermind, dans une journée qui s'appelle la loi d'attraction, ce que vous voulez Yes. voir. C'est Et la j'appelle porte. ça multiple réalité. Ouais, Et comment tu l'as appelé, la porte? C'était pas ça, la porte multiple réalité. multiple. Ouais, mais c'est très, 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 très sympa ça. Basé directement sur son. Je dis que c'est Bird qui l'a inventé, etc. Ouais, ouais. Oui. Ça c'est vraiment des éléments qui sont très chouettes à expérimenter. Le quantum jumping aux US, je sais que j'avais réussi à choper une vidéo, alors je sais plus où je l'ai mise, de Burt qui enseignait quantum jumping aux US et il était dans une salle de séminaire qui était pleine à craquer. Et c'est amusant parce que moi, je l'ai rencontré que aux US quand on était à Temecula et la classe, on était 20, 25. Bon, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux du tout, tu te souviens? On était au moins 35, non? Tu crois? Je sais plus. Tu as peut-être raison. On Il y avait n'était des pas gens qui nombreux. répétaient aussi, comme toi. Hein? Pardon? Il y avait des gens qui répétaient aussi, comme Oui, toi. c'est ça. Ouais, il y avait des deux. Mais ouais, on n'était pas Oui, hyper mais nombreux. c'était pas quand même énorme. Mais il n'a Exactement. jamais permis à des gros nombres pour Hypnovision, quand même. Mais c'est ça. Alors que, tu vois, la vidéo moi, que j'avais vue sur Quantum Oui. Jumping, il Oui. était vraiment sur une estrade. Il y avait plein de monde autour. Oui. Et tu te dis, ah ouais, c'est quelque chose. C'est amusant de voir que quelqu'un d'aussi réputé aux États-Unis, nous, on a eu très peu d'écho dessus. Que ce soit autant
sur l'hypnose que sur le travail qu'il a pu proposer en dev perso, alors que c'est quelqu'un qui est qui a eu l'air d'être très très reconnu aux États-Unis dans le travail qu'il a proposé. On va continuer un petit peu là-dessus. Je vais d'abord mettre en arrêt pour l'instant et on reprend dans une minute et pour vous demain. Hop, arrêtez l'enregistrement.